Bonsoir Malek Bouti. Bonsoir. On est heureux de vous accueillir de nouveau sur notre plateau ce soir pour ce débat. Vous êtes député socialiste de l'Essonne, secrétaire national aux universités populaires permanentes. Guillaume Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Cofondateur de la Droite Forte, secrétaire national de l'UMP chargé des études d'opinion et des sondages. Alors, on va d'abord écouter peut-être François Hollande et Angela Merkel aujourd'hui qui a fêté les 50 ans du traité de l'Élysée. On disait qu'ils s'entendaient pas si bien. Bon, écoutez, ça va mieux apparemment. Entre nous, le courant passe sans qu'il y ait besoin de mettre de l'électricité. C'est peut-être le secret le mieux gardé entre nous que le courant passe. Comme ça, nous pouvons tranquillement coopérer entre nous. Bon, le courant passe vraiment. Est-ce que c'est si important? Et est-ce que l'UMP a raison de dire que François Hollande a vidé, je cite, de sa substance la relation franco-allemande? Non, ça, je pense que c'est la grande difficulté, en particulier du secrétaire général intérimaire de l'UMP, M. Copé, c'est qu'il pousse tout à la polémique. Et ça a été une erreur, surtout dans des circonstances comme ça, où il faut mesurer ses propos. En tout cas, par exemple, il n'aurait pas allé en Allemagne faire porter à François Hollande des responsabilités ou donner la leçon économique à la France. Il a le droit d'avoir ses jugements, mais il faut faire attention. Il y a un moment de diplomatie qui était important, mais en même temps, soyons sincères, évidemment que la relation franco-allemande n'est pas aussi bien qu'elle le fut il y a quelques années, parce que l'Europe est à la croisée des destins. Et qu'il y a une tentation des deux côtés. Une tentation allemande qui se sent bien et qui se dit, est-ce que finalement j'ai besoin des autres, maintenant que je suis réunifié, maintenant que je suis redevenu une grande puissance économique? Et puis, il y a la traditionnelle tentation française de dire, mais c'est nous les chefs, c'est nous qui commandons. C'est nous les plus intelligents. Voilà, un petit peu, chacun a repris ses travers. On n'a pas l'argent, mais les idées. Voilà, et on sent que finalement, on a fait une belle journée d'anniversaire, il y a eu un gâteau, tout le monde s'est bien amusé, mais que les problèmes politiques vont demeurer et restent au cœur de l'Europe. Guillaume Pelletier. Sur ce sujet-là... D'abord sur la polémique, est-ce qu'elle était vraiment bienvenue? Ce soir, Fleur Pellerin dénonce le French bashing. Non, mais qu'on pointe parce que c'est un des sujets quand même du jour. Il y a deux choses aujourd'hui. Il y a le passé et l'avenir qui sont célébrés en même temps. Le passé, c'est les 50 ans du traité d'Élysée. Moi, j'étais pas né, mais qui donne l'idée de l'Europe, moi, que je souhaite. L'Europe avec De Gaulle, qui était à la fois double, fondée sur les patriotismes, les réussites économiques. 6 ans après le traité d'Élysée, en 69, c'était le grand lancement avec l'Allemagne d'Airbus, une des grandes réussites européennes. En même temps, en 65, la politique de la chaise vide. Donc cette possibilité, cette capacité de la France à dire le politique doit dompter l'économique, et lorsque nos enjeux stratégiques sont en jeu et en cause, on a le droit d'intervenir et de dire des choses. C'est ça la grande leçon de cette journée et du passé. Et puis l'avenir, c'est quoi ? Eh bien, c'est deux pays qui sont à la fois amis, mais terriblement différents. 2 fois plus de croissance en Allemagne, 2 fois moins de dépenses publiques, 2 fois plus de chômeurs en France. C'est-à-dire 2 modèles très différents. 2 fois moins d'enfants. Ah non, mais oui, je continue, mais bien dire. sûr. Il y a un avantage démographique pour la France, il y a un avantage léger mais conséquent salarial pour la France. Donc on voit que ces 2 modèles, il y a un sondage d'ailleurs intéressant réalisé pour l'ambassade d'Allemagne aujourd'hui qui dit que pour la première fois, près de 2 tiers des Français aimeraient qu'on s'inspire davantage du modèle allemand. Alors comment on fait, comment on le construit? Ce qui est certain, c'est que dans le domaine de l'apprentissage, de l'école, de la formation professionnelle et de la place extraordinaire donnée aux PME, on a à s'inspirer de l'Allemagne. Maintenant, nous, on a des atouts que les Allemands n'ont pas, et on doit évidemment assumer ce rôle de puissance internationale sur le plan géostratégique et militaire que nous sommes. Et en tout cas, apparemment, donc, les 2 dirigeants ont l'air de s'entendre un peu mieux. Mais ça doit rester secret, c'est ce que dit Angela Merkel, tellement secret. Il y a quand même la diplomatie, on peut pas avoir des gestes brusques. On fêtait quand même un événement qui était important, cette amitié pour cette génération qui avait connu la guerre. Mais ceux qui composent ces pays aujourd'hui de plus en plus majoritairement n'étaient pas nés pendant la guerre. Et donc ont besoin d'une perspective. Et c'est là où il y a, je pense, un manque extraordinaire. On sent qu'il y a un manque d'horizon. Et par ailleurs, soyons sincères, il y a une élection en Allemagne qui va avoir lieu dans quelques mois, qui est considérablement importante, et qui finalement n'est pas une élection qui va concerner l'Allemagne, mais qui va concerner toute l'Europe, et peut-être même avec des conséquences internationales encore plus importantes. Certainement. Alors, Angela Merkel, elle a quand même dit une phrase forte sur le Mali, en disant qu'elle soutenait l'intervention française au Mali, qui était difficile, et qu'elle
féliciter un peu la France de s'être portée à l'avant-garde. Hubert Védrine disait c'est important pour la culture allemande, parce que l'opinion publique allemande n'est pas forcément d'accord. Mais pour autant, si eux nous reprochent de ne pas être au niveau économique, nous, on est un peu déçus qu'ils ne soient pas plus présents. Ah, mais c'est l'enjeu clé de l'Europe de demain. Et c'est là qu'il peut y avoir à la fois un partage des rôles, mais un effort partagé. C'est-à-dire que nous, on a un leadership géopolitique incontestable. La France est la puissance qui parle aux nations libres. On le voit au Mali. Il y a sans doute, avec les conséquences de la prise d'otages en Algérie, aussi une prise de conscience des opinions européennes sur la menace terroriste. On a vu les appels aujourd'hui de Mokhtar Belmokhtar sur les conséquences en Europe. Moi, je considère, et je soutiens évidemment l'action du président de la République, François Hollande, sur la question malienne, parce que la meilleure façon de lutter contre le terrorisme, intérieur-extérieur, c'est de s'attaquer aux causes, c'est-à-dire là où il gangrène un certain nombre de territoires et de pays. Là aussi, pardonnez-moi, donc j'allais vous demander si vous étiez plutôt Raffarin-Fillon ou Wauquiez Pécresse, parce qu'il y a quand même deux discours à droite. Moi, je vous le dis. Il y en a qui disent on soutient sans discuter, puis il y en a qui commencent à chercher la petite bête et puis à dire sous Nicolas Sarkozy ça aurait été différent, ça aurait été mieux. Je vais vous dire deux choses. Mieux. Moi, je suis trop attaché au patriotisme et au rayonnement de la France. Quand la France parle aux nations du monde et intervient à l'étranger et à l'extérieur, on se doit de soutenir sans condition le pouvoir politique en place. Parce que le président de la République, c'est aussi chef des armées. Ça ne nous empêche pas, ensuite, de pointer du doigt nos failles, mais collectivement. C'est-à-dire pourquoi on est isolé, pourquoi on n'est pas davantage soutenu par les autres pays de l'Union européenne ou par les Américains. On a le droit de poser un certain nombre de problématiques, mais on n'a pas le droit de lancer des polémiques sur ces sujets. Oui, moi, je pense que on voit chez la droite française que, au-delà des aventures des deux prétendants à la tête, la schizophrénie s'est installée au sein de la droite française. En fait, elle n'a plus de tête, elle est un canard sans tête. Et elle est en train de comprendre que sa défaite au présidentiel n'était pas qu'anecdotique, que c'était pas qu'un petit mauvais passage, une sorte de rêve, et que demain on allait se réveiller et qu'on allait revenir aux affaires. Et tout d'un coup, chacun y va de sa tactique, de son conseil, de son point de vue. Tout le monde se prend pour un général. Et on a, faut être honnête, vraiment du tout et du n'importe quoi dans les commentaires qu'on peut entendre. Il y a aujourd'hui une droite française qui est décapitée. On l'a vu dans la mobilisation contre le mariage pour tous. C'est l'Église catholique qui, de fait, a pris la direction du processus politique de cette mobilisation. La droite est là à ramasser des petits bouts de morceaux et je pense qu'elle n'est pas aujourd'hui en situation d'alimenter, de débattre politiquement parce qu'elle a ce refus d'introspection, de bilan, de se poser. Elle est dans une course à l'existence médiatique et à l'existence des uns par rapport aux autres, et je pense que parfois ça amène à dire quelques bêtises. Voilà, les propos de Copé, j'étais là à l'Assemblée nationale au moment du débat sur le Mali, ils étaient à la limite parfois, compte tenu des circonstances, pas à l'Assemblée mais de celle du Mali. Alors pour être totalement honnête, pour le coup, si on fait chacun notre introspection, nous on aurait aimé effectivement au moment où Nicolas Sarkozy intervenait en Géorgie, en Côte d'Ivoire ou en Libye, aussi qu'il y ait cette unanimité de la gauche française. Pas toujours. Il y a eu très très vite des critiques qui ont été émises. Ce que dit Malek Bouti, par contre, est juste sur la nécessité de retrouver un leadership. Moi, j'ai toujours dit que Nicolas Sarkozy était le leader naturel de la droite française. Il l'est encore plus aujourd'hui. Et on a à se reconstruire sur le plan idéologique et programmatique. Alors, à gauche, il y a quand même quelques petits problèmes, parce qu'aujourd'hui, par exemple, arrive, il y avait... c'est vrai. C'était un euphémisme. Il y avait 3000 enseignants parisiens dans la rue, très en colère contre la réforme des rythmes scolaires. Bon, alors, une grande réforme attendue, et hop, elle tombe à plat. Oui, je pense que de toute Pourquoi façon, je pense qu'aujourd'hui, on voit une réalité auquel Vincent Peillon est confronté. Il l'exprime. On va avoir le débat à l'Assemblée, donc j'espère que ça va pouvoir apaiser. Mais la gauche a fait un choix, et le président de la République, très important en protégeant l'éducation nationale et son budget, alors que tous les autres secteurs font des efforts. Il y a eu un effort considérable comme on n'en a pas fait depuis des années. Et moi, j'aurais attendu des syndicats peut-être un peu plus de patience et un comportement un peu plus exemplaire. Je trouve que pour les parents qui ont eu à subir ça, par rapport à la réflexion qu'elle amène, dire la grève tout de suite à la première début de réforme, c'est pas la bonne méthode. Donc je pense qu'il va falloir dialoguer, se remettre autour d'une table, mais il est clair que ce qui doit, là où le gouvernement, à mon avis, ne doit pas transiger, c'est autour d'un seul point, l'intérêt des enfants. Est-ce que cette réforme, elle est utile ou non ? Si on nous démontre que non, d'accord, on recule. Si elle est utile aux enfants, alors il faut la mener.
Sur ce sujet, moi ça m'avait beaucoup marqué. Mon premier métier, c'était prof d'histoire géo dans un lycée public. Et effectivement, le slogan de la petite minorité syndicale, qui représente d'ailleurs pas l'ensemble des professeurs, c'était pas le changement c'est maintenant, c'était la grève c'est maintenant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voulait faire une réforme ou qu'on imaginait la possibilité d'une réforme, il y avait l'obsession de la grève et du blocage. Le problème de cette réforme, même si elle part d'une bonne intention, c'est-à-dire le bien-être de l'élève, c'est qu'elle peut multiplier tous les dysfonctionnements. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les élèves vont finir par travailler autant, puisqu'on ne fait que reporter d'une demi-journée supplémentaire des heures complémentaires, pas de cours, mais d'animation, d'éducation sportive ou d'activités parascolaires. Et puis deuxièmement, ça va coûter cher, très cher, aux communes. On parle de 5 à 600 millions d'euros. La vraie solution, me semble-t-il, sur ces thématiques-là, c'est la liberté. La liberté communale, aux communes de choisir, la liberté des parents pour choisir l'établissement de leurs enfants, et surtout par-delà la forme des rythmes scolaires, et c'est important parce qu'on travaille, on a trop de vacances en France, on le sait, par rapport à la moyenne européenne et même à nos voisins allemands, c'est comment on réforme le fond de l'école primaire, c'est-à-dire comment on revient aux savoirs fondamentaux. C'est ça l'enjeu clé de la réforme de l'école primaire, c'est le lire, écrire, compter, c'est ça l'enjeu clé. Donc, je crois que malheureusement on est dans une société où cette vision, c'est mon point de vue, est quand même un peu attardé. Je veux dire, c'est plus lire, compter et écrire. On est dans un monde, le monde du 21e siècle. Il faut émanciper les enfants, il faut qu'ils apprennent à être beaucoup plus autonomes. Ils ont l'utilisation du numérique qui va devenir un enjeu extraordinairement important. Il y a beaucoup d'autres débats. Il y a un chiffre qui va vous intéresser. 75% des enfants d'ouvriers en 2011 dans notre pays n'auront pas le bac. C'est un échec collectif. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut leur redonner justement les savoirs fondamentaux. Moi, je pense que le débat sur l'éducation nationale, avec la loi de Vincent Peillon, va s'ouvrir dans quelques semaines à l'Assemblée nationale. On aura le temps de débattre. Ce qui est sûr, c'est que là, c'est un point de vue politique et pas technique qu'il faut avoir. C'est qu'on est en droit de demander à nos partenaires, aux syndicats de profs. Vous êtes très déçus par les syndicats ce soir, c'est ce que j'entends. Oui, je suis un peu déçu parce qu'on n'ait pas de communiqué pour nous remercier de protéger l'école. C'est une chose. Mais qu'on fasse une grève un peu surprise, à la dernière minute, à la première occasion, ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas correct. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'est Alain Marchal, bien sûr, tout de suite.